permettez, je vais rester juste là, comme ça, parce que je vais voir pour faire passer la diapo. Hein. Donc ça. Non, comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et voilà. Donc je vais gérer ce côté-là, parce que comme ça, je vais être assez proche dans la discussion. Donc tout d'abord, Dr Saadaoui, Inch'Allah, professeur demain, je vous remercie pour cette introduction. Mais tout d'abord, monsieur le doyen, merci pour cette organisation qui est très très importante, surtout pour la sensibilisation de la nouvelle génération sur les défis de l'heure. C'est-à-dire que de nos jours, généralement, on dit que l'Algérie ne produit rien, ne fait rien, etc. Et quand vous allez voir les chiffres que je vais vous avancer, nous sommes classés quand même dans pas mal de productions à l'échelle mondiale, que ce soit au niveau fruits ou légumes. Nous sommes quand même assez bien classés, vous allez être étonnés. Pourquoi, souvent, on considère que ce pays mange bio. D'ailleurs, ça se remarque quand on a des invités qui viennent dans nos séminaires, où là, les émigrés, quand ils arrivent, ils aiment manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parce que tout simplement, ils ne sont pas à la portée des bourses ailleurs. Donc, si vous permettez aussi, je suis permis d'avancer quelque chose que les gens souvent oublient, c'est quand on fait un travail, il faut le faire toujours dans un cadre. L'Algérie, quand elle travaille, quand elle fait une démarche, elle le fait dans un cadre. Par exemple, si on fait pour les écoles, c'est dans le cadre de l'UNESCO. Quand on fait quelque chose pour l'alimentation, c'est la FAO. Et tous ces cadres-là appartiennent à un grand cadre qu'on appelle l'ONU. Et l'ONU, elle a fait des objectifs de développement durable. Et parmi ces objectifs qui concernent donc la thématique d'aujourd'hui, vous en avez donc 3 objectifs de développement durable, le 1, le 2 et le 10e. Le 1, c'est pour éradiquer la pauvreté. C'est une mission aussi c'est un objectif de développement aussi de notre gouvernement. Il veut éradiquer complètement la pauvreté. C'est pour éliminer la faim et la malnutrition. C'est aussi un axe important de notre gouvernement. Et après, pour réduire les inégalités entre les populations. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a souvent de la forte inégalité quand il s'agit de la consommation. Un pauvre ne mange pas de la même manière la viande qu'un riche. Donc ça concerne des inégalités. Alors, j'appartiens à un centre, et je laisserai à la fin, qui a été missionné sur certaines thématiques que je vais vous exposer aujourd'hui. Vous allez me dire, vous allez le voir au fur et à mesure que j'avance, d'où j'ai ramené les chiffres. Les chiffres, généralement, on les ramène soit dans les services concernés, donc le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, des fois le ministère de l'Industrie, mais souvent on les ramène de l'Office national des statistiques. Donc les chiffres que je vous avance sont, collectés de ces organismes. Alors, je vais vous présenter une fiche de synthèse de notre pays quand il s'agit d'agriculture. Alors, les principales cultures que nous avons actuellement, c'est les céréales. Et vous allez dire que nous importons l'essentiel de ce que nous bouffons. Nous allons voir pour quelles raisons, combien nous produisons réellement, pour quelles raisons on ne produit pas. Parce que dans l'image collective de tout le monde, nous étions le grenier de Rome. Honnêtement, ça ce n'est qu'une publicité qui est vraiment mensongère. La réalité, elle est tout autre. Nous produisons actuellement plus de blé tendre, plus de blé dur que ce que produisait la France ou l'Algérie à son époque. Donc on n'était pas vraiment le grenier de Rome, ce n'est que des parlottes qui ne sont pas vraiment prouvées. C'est le même M. Cathy. Donc le pourcentage maintenant sur le PIB, généralement quand on a un secteur, on le pèse par rapport au produit intérieur brut. L'agriculture, regardez, elle pèse presque 14%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos agriculteurs, ils produisent la valeur de 23 milliards de dollars. Et nous allons voir que nous sommes en train d'importer seulement 10 milliards de dollars. Sur les 10 milliards de dollars, nous allons voir par partie, réellement, qu'est-ce qu'on dépense dans les 10 milliards. Mais réellement, les agriculteurs algériens produisent jusqu'à 23 milliards de dollars. D'ailleurs, c'est pour ça que le souak nocturne, c'est le khadra, le fakir. Parce que tout simplement, tout ça, c'est produit par nos flahs.
Le pourcentage de la population active qu'occupe l'agriculture, c'est 11% des Algériens. C'est-à-dire à peu près 5 millions d'Algériens sont concernés par la production agricole. Donc, qu'est-ce que nous exportons? Presque 400 millions de dollars. Nous allons voir sur les 400 millions de dollars, presque 300 millions de dollars, c'est seulement un entrepreneur, c'est le sucre. Mais le sucre, c'est pas nous qui le produisons, nous le raffinons seulement. Donc là, sur l'exportation, nous allons voir de très près réellement qu'est-ce qu'on fait réellement, qu'est-ce qu'on exporte. On exporte presque 3 fois rien, mais des fois, c'est une bonne chose. Regardez le pays qui est juste plus à l'ouest que nous, il exporte l'essentiel de sa production en Europe, et il a une crise hydrique importante. Pourquoi? Parce que quand vous exportez un fruit ou un légume, vous exportez avec de l'eau. Et à titre d'exemple, si vous produisez 1 kilo de tomates, vous exportez aussi avec 1 mètre cube d'eau. Vous imaginez un petit peu si on avait à exporter nos eaux avec, évidemment, l'exportation des fruits et légumes. Sur l'importation, regardez, les chiffres varient entre 8 milliards de dollars jusqu'à 10 milliards de dollars, mais la balance économique là, elle est visible. Hein. Nous exportons 400 millions de dollars et nous importons 10 milliards. Il y a un déficit dans la balance économique et toute la politique de l'État actuellement, quand on vous parle de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique et de sécurité sanitaire, évidemment, ça va dans le sens d'aller équilibrer entre ce que nous exportons et ce que nous importons. Alors, les superficies cultivées, c'est 8,5 millions d'hectares, dont une bonne partie, elle est non irriguée. Ça veut dire, elle dépend seulement, s'il va pleuvoir ou pas. Donc, nous dépendons beaucoup de la pluvio, et une partie, évidemment, est irriguée. Regardez le petit dernier chiffre. Par rapport au standard de ce que nous appelons l'agriculture bio, 4% seulement de notre agriculture est bio. Donc nous utilisons beaucoup de la chimie organique pour faire notre production agricole. Alors je suis obligé de monter parce que les chiffres sont petits. Regardez, ça, c'est l'évolution de tout ce que nous importons en Algérie sur les années... Alors, on va faire là, entre 2017 et 2020. Regardez, sur les céréales, là, c'est 2,7 milliards de dollars, et ça évolue, par exemple, en 2021, à 3,41 milliards de dollars. Donc, sur les 8 milliards, que j'ai donné tout à l'heure, sur le total, la bonne partie, ça nous vient tout simplement des céréales. Et les céréales, c'est essentiellement du blé tendre. Après arrive le maïs. En deuxième, il est insignifiant par rapport au chiffre du blé tendre. Regardez aussi, sur notre consommation, arrive en deuxième position le lait et les produits de laiterie, surtout la poudre de lait. Nous tournons sur des chiffres qui avoisinent 1,4 milliard de dollars, entre 1,3 à 1,4 milliard de dollars. Ce sont des sommes quand même qui sont importantes. Et quand je vous dis le lait est considéré comme étant le deuxième aliment porteur des protéines dans la nutrition des Algériens. Et vous connaissez l'importance des protéines dans l'alimentation. Après arrivent les graisses et les huiles animales. Nous importons quand même jusqu'à presque 900 millions de dollars. Alors là, sucre et sucreries, regardez, on tourne entre 1 milliard de dollars et 817 millions de dollars. Et nous avons après les graines et les huiles oléagineuses. Donc tout ça, ça tourne des petits chiffres de 172 à 200 millions de dollars. Donc voici ce que nous importons. Évidemment, c'est ce que nous importons, nous allons regarder sur la balance, mais qu'est-ce que nous exportons? Eh bien voilà ce que nous exportons, essentiellement le sucre. Mais le sucre, vous l'avez vu, nous l'importons déjà. Ça veut dire que l'essentiel de nos exportations dépend de nos importations. Nous faisons seulement une opération de transformation. Ce n'est qu'une partie d'un procédé, d'une opération unitaire, très connue pour ceux qui font donc de la technologie alimentaire.
Donc, alors, je vois pas bien. Après, donc, vous avez aussi des poissons, des crustacés, jusqu'à là. Nous exportons, il faut voir le détail, $1 million en escargots. C'est quand même bien. Mais il n'y a qu'un seul producteur qui est à Mila, qui exporte des escargots. Ça veut dire demain, si vous voulez faire des startups pour produire de l'escargot, il y a de l'espace pour tout le monde. Après, donc, la même chose. Nous exportons aussi nos huiles. Donc, mais vous avez remarqué, nous les importons aussi. Donc, l'essentiel, c'est que réellement, ce que nous exportons, c'est à peu près $10 millions qui ne dépendent pas des importations. Donc, la balance de tout à l'heure, je vous ai montré $10 milliards et 400 millions de dollars, elle est encore beaucoup plus profonde qu'on nous le pensait. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous produisons en détail? Regardez. Ah, on est bien classé. Nous produisons, par exemple, de la pomme de terre. On est vraiment indépendant puisque on n'importe pas la pomme de terre. Mais nous sommes le 17e producteur mondial. Ça va quand même, hein. Un pays comme le nôtre, on dit qu'on produit rien, qu'on ne fait rien, etc. Quand même, on est le 17e producteur mondial de pommes de terre. Regardez, le blé. Seulement du blé dur. Les productions de blé tendre sont extrêmement faibles chez nous. Mais regardez, nous sommes le 28e producteur mondial. Juste pour vous dire, ça va se passer d'ailleurs demain, le CREA, qui est le Conseil du renouveau économique algérien, va faire sa première réunion parce qu'il y a un investissement, pour que vous ayez des ordres de grandeur, le blé, pourquoi il est faible? Parce que les rendements par hectare sont à peu près de 18 quintaux l'hectare. Eh ben, il y a un travail maintenant où tout le monde va se mettre. Il faut augmenter les rendements vers 40 quintaux l'hectare. C'est pour pouvoir évidemment être indépendant. Donc tout le travail est en train de se faire de ce côté-là, mais avec un forcing pour l'agriculture dite saharienne. Regardez, sur l'orge, on est 18e, sur l'avoine 28e, mais on va voir les bons classements. Hein. Regardez là, l'abricot. On est quand même 4e mondial. Ah, bien sûr, c'est pour ça que le groupe Amar Ben Amar s'est bien installé à l'Est, entre Annaba et Msila, autour de la dimension abricot. Regardez, alors on va voir un bon chiffre aussi. Là, la date. On est 4e en exportation. Mais réellement, la réalité, c'est que nous avons des problèmes dans l'exportation de la date. Réellement, nous sommes le premier producteur mondial de la variété la plus riche en sucre, qui est la Deltnaur, que vous connaissez, dont, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, dont le problème de la labellisation vient juste d'être réglé, ce qui a permis que ceux qui vendaient la Deltnaur en marque déposée ne le fassent plus. Donc vous voyez, la consommation, elle a une grande relation avec la politique et elle a une grande relation avec les démarches et la science. Regardez, sur la figue, on est aussi 4e. La figue, vous connaissez ce territoire, donc si elle est classée 4e, c'est parce qu'il y a Béjaïa, il y a comment on appelle ça, le label de Bnimaouch, etc., etc. Je cherchais depuis tout à l'heure, voilà. Et aussi, sur l'olive, nous sommes tout de même le 6e producteur mondial, mais avec presque zéro exportation. Donc les potentialités sont immenses. C'est quand même un territoire qui produit beaucoup, beaucoup. Évidemment, c'est des choses qu'on voit pas. C'est pas le sujet d'aujourd'hui aussi. Hein. Si vous m'invitez à un séjour, je peux vous parler de la quantité de déchets que nous avons sur les quantités produites, qui sont immenses. Pourquoi? Parce que la filière de transformation n'est pas orientée vers la filière de valorisation. Donc, nous produisons beaucoup, beaucoup de déchets. Alors, nous allons faire passer comme ça, produit par produit, et vous allez voir un petit peu, en moyenne, un Algérien consomme combien par rapport aux normes. Et généralement, les normes, c'est soit l'UNESCO, c'est pour les écoles, c'est soit l'OMS, soit la FAO, tout dépend d'où vient la source. Alors, en ce qui concerne le sucre, l'Algérie consomme à peu près 1,1 million de tonnes. Ce produit qui concentre la moitié des recettes d'exportation agricole du pays, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, est devenu le premier poste dans les exportations agricoles. Regardez, les Algériens, nous consommons à peu près 25 kilos par habitant par an.
La norme, elle est de 10. Et après, les gens, ils se demandent, si un de ces jours vous invitez un médecin qui va vous parler du diabète en Algérie, ben, l'un des indicateurs, c'est que nous sommes de grands consommateurs de sucre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être un grand génie. Vers la consommation, on peut expliquer la sécurité sanitaire. Donc, le diabète est l'un des indicateurs. Vous savez, on n'est pas meilleur que les Français. Les Français sont à un chiffre de 30 kilos par habitant par an. Et bien sûr, la pâtisserie, elle est plus connue en France qu'en Algérie. Elle est belle. Voilà. Maintenant, les huiles. La consommation moyenne nationale en huile alimentaire est de l'ordre de 400 000 tonnes environ, soit 360 millions de litres par an. Voilà. Donc, sur les huiles végétales, je ne parle pas des huiles d'olive. Les huiles d'olive, nous sommes à peu près entre 0,8 à 1 litre par habitant par an. C'est vrai qu'en Kabylie, moi, par exemple, toute ma famille, c'est à peu près 100 litres, mais moi, je suis chez moi. Mais quand on regarde à l'échelle nationale la moyenne, nous ne sommes pas de grands producteurs par rapport à l'échelle nationale. D'accord? Mais vous avez vu, par rapport à l'échelle mondiale, nous sommes le 6e producteur mondial. Donc, voilà. Maintenant, pour les légumes. Les disponibilités en fruits et en légumes proviennent essentiellement de la production locale. Donc, l'importation, elle est presque nulle. On n'importe rien. L'offre globale est de l'ordre de 9 millions de tonnes environ, dont 5,5 millions de tonnes de fruits frais et 3,5 millions de tonnes de légumes. Les légumes frais sont issus de la production nationale, alors que 250 000 tonnes par an de fruits, essentiellement bananes et pommes. Donc, qui dit banane, ça pousse pas chez nous naturellement, mais honnêtement, il y a toute une démarche actuellement politique pour faire de la banane sous serre, donc la production commence à devenir visible. Donc ces bananes, etc., ils viennent du marché international. Maintenant, si on regarde les moyennes qui nous intéressent, c'est 100 kg de fruits par habitant par an. On est largement au-dessus de la moyenne mondiale, ce qui est très important à retenir. C'est pour ça qu'on dit que dans le régime des Algériens, ça bouffe bio. Parce qu'on bouffe des fruits et des légumes. Voilà. C'est pour ça que le soir, c'est pour ça le soir naturel. Voilà. Parce qu'on est de grands consommateurs. Regardez pour la pomme de terre, on est à 100 kg. Nous sommes aussi médaillés d'or dans la consommation de la pomme de terre. Et 150 kg de légumes par habitant par an. Ce sont des chiffres qui font plaisir à entendre, honnêtement. C'est un chiffre aussi qui dénote aussi que par rapport aux moyennes mondiales sur le cancer, etc., nous n'avons pas des moyens qui dépassent, parce qu'on sait aussi que les légumes et les fruits sont des anti-cancéreux. Pour les viandes, évidemment, c'est facile à admettre, on ne bouffe pas tous les jours la viande. Mais alors, on va essayer de regarder de très près cette affaire-là de viande. La production de viande rouge a atteint à peu près 544 000 tonnes. Alors, vous allez voir les chiffres qui varient. Des fois, on retrouve des chiffres de 2007. Je suis remonté à des chiffres même de 67, juste au lendemain de l'indépendance. Pour quelle raison? Honnêtement, c'était moi quand j'étais jeune. Moi, je suis datable maintenant carbone 14. Je suis beaucoup plus âgé que vous. Et cela va de soi. Nous, en notre temps, pour avoir de la viande à table, c'est pas tous les jours qu'on avait la viande, alors que les choses ont changé. Et pourquoi ils ont changé? On va le voir. La production. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont en train de se faire, c'est les quantités de déchets qu'on est en train de perdre comme ça de travers. On les mettait sur la production des viandes, on peut l'augmenter x3, x4. Donc ça, c'est l'ONS qui le dit. Donc la production de viande rouge, c'est 544 000 tonnes en 2017. L'ovine s'est élevé à 325 000 tonnes. L'ovine, c'est kibèche. Juste pour que vous sachiez. Donc le chiffre avancé récemment, ça ne date pas plus d'un mois. Le dernier inventaire, nous sommes presque à 30 millions de têtes d'ovins. Nous sommes le deuxième pays après l'Australie en tête d'ovins. C'est quand même quelque chose. Mais pour ceux qui font de l'écologie, nous connaissons la dégradation des parcours stépiques, etc., et ben c'est dû tout simplement à ces chiffres. Alors, vous avez la viande caprine, 42 000, la viande bovine, 125 000, la viande de chameau, 10 000, là aussi c'est un grand gisement que nous avons. Bon, il y a un petit problème parce qu'il faut le transporter en haut, donc ça va augmenter le prix, mais ceci n'empêche pas, il y a de plus en plus un travail sur la viande cameline. Et ça veut dire que les disponibilités en ratio protéique vont augmenter avec le temps. C'est une bonne chose pour l'alimentation d'une population.
Et la viande équine ou la viande de cheval, elle est extrêmement faible. Elle est de 14. Je ne vais pas parler de la viande d'âne, hein, qui fait fureur ces jours-ci, mais on va la mettre comme ça, comme viande équine, bien sûr. Alors, je vous ai donné les chiffres, ça je l'ai donné tout à l'heure, mais quand même on a presque une trentaine de millions de têtes d'ovins, et regardez, presque 2 millions de bovins et 5 millions de chèvres. Ça va quand même, hein, le territoire. Si vous faites un petit calcul, c'est presque la population des Algériens. Nous avons tout un équivalent mouton, un équivalent bœuf, etc. Alors, maintenant, on revient toujours aux moyennes, parce que ce sont les chiffres qu'il faut retenir. Consommation moyenne de viande rouge par habitant est de 14,4 kg par habitant par an. C'est extrêmement faible, d'accord, par rapport aux normes mondiales. Je vais vous donner un petit exemple. Les Américains, ils sont à 100 kg. Donc c'est incomparable. La consommation de viande blanche est en moyenne de 15 kg. Donc les viandes blanches, vous l'avez certainement remarqué, nous, dans notre jeune âge, le poulet, c'était le poulet de ferme. Il n'y avait pas le poulet de chair, tel qu'on le connaît maintenant. Mais la pointe du poulet vers les viandes rouges, il s'est vu sur les 40 dernières années. Donc il y a de plus en plus de poulaillers industriels. Mais en plus, maintenant, en plus du poulet, je ne vais pas montrer tout, il y a la dinde. La dinde, il y a 30 ans, personne ne la connaissait. Mais maintenant, elle est rentrée dans notre consommation. Et incessamment, c'est ce qui est en train de se faire, il y a une viande rouge, on croit qu'elle est blanche, c'est la viande d'autruche, qui va rentrer aussi dans le marché algérien. Alors, pourquoi j'ai mis une médaille? J'ai mis une médaille, parce que là, de ce côté-là, on est médaillé en termes de consommation de céréales, on a la médaille d'or mondiale. Alors, les céréales fournissent 54% des apports énergétiques, c'est-à-dire sur 100 calories que nous consommons, 54 calories viennent tout simplement des céréales. Alors, et 62% des apports protéiques de la ration alimentaire journalière. Tellement on bouffe du pain, on bouffe des pâtes, on bouffe du couscous, etc. N'oubliez pas, en plus des glucides qu'il y a à l'intérieur, il y a une bonne part de protéines. Si vous prenez un grain de blé, c'est entre 10 à 15% de protéines. Puisqu'on mange de grandes quantités, donc on considère que l'apport protéique aussi vient des céréales. Alors, sa part sur l'agriculture algérienne, donc les céréales, c'est 40% de la surface agricole utile, c'est quand même important, et constitue 40% de la valeur des importations. Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est presque 3 milliards de dollars qu'on importe en blé tendre. Le blé dur reste la base de l'alimentation en céréales, produit traditionnel ancré dans la tradition, évidemment, semoule, le rechtan, macaron ta'addar, le mqatfa, etc. Donc ça, c'est la bouffe purement de chez nous. Alors, et en plus, évidemment, tout ça, toute cette bouffe qui était la bouffe de nos parents, de nos grands-parents, c'est concurrencé maintenant par le blé tendre, surtout le pain. Hein, le pain que vous achetez, il concurrence presque toute la bouffe traditionnelle. Utilisé notamment pour la fabrique de la baguette, à cela il faut rajouter le maïs et l'orge, mais ça ne pèse pas beaucoup sur la balance. Ceci situe l'Algérie dans le podium mondial pour la consommation de blé par tête d'habitant, avec plus de 200 kg par habitant par an. À titre d'exemple, on dit souvent que les Égyptiens mangent un peu plus que nous. Non, on mange plus que les Égyptiens quand il s'agit de blé tendre. Et regardez la France, qui est un producteur de blé tendre, il est presque à 100 kilos, alors que nous, on est sur le double en termes de consommation. Un autre aliment important, le lait. Le lait, c'est la deuxième source de protéines, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va regarder ce chiffre-là de très près. Le lait apporte la plus grande part de protéines d'origine animale. La consommation moyenne nationale a été évaluée ces dernières années à 3,7 milliards de litres par an, dont 2 milliards de litres de lait cru, 500 millions de litres de lait en poudre et 1,2 milliard de litres de lait en sachet. La consommation de lait qui a été évaluée à 34 litres par an à peu près au lendemain de l'indépendance, voilà ce qui était disponible pour l'Algérien, presque 34, on est passé de 34 à 134 litres par an. Nous occupons la médaille d'or en termes aussi de consommation du lait. Ce sont des questions qui devraient être posées. Pourquoi on est devenu champion du monde dans la consommation du lait? Alors que de plus en plus, des travaux de biochimistes, etc., démontrent que ce n'est pas aussi bon qu'on le pensait. D'accord? Mais ça aussi, c'est un grand débat
à tenir, hein, pour que ce débat qui est entre scientifiques devienne un débat public, pour que ça sorte dans le large public. Parce que si vous allez sortir comme ça, vous allez lui dire à votre père qui يدير لا شان باش يجيب لك شكاره تقول له شكاره تاع الحليب ماشي مليحه يقول لك s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'Algérie, donc, compte, alors on passe aussi à une bonne source de protéines, c'est les œufs. Donc, l'Algérie compte près de 140 millions de poules, ça dépasse largement la population algérienne, qui est à 45 millions, et une production de 350 000 tonnes à 400 000 tonnes de viande blanche et 6 à 7 milliards d'œufs par an. C'est-à-dire, en moyenne aussi, là on occupe quand même une bonne place, mais on n'est pas premier. On a à peu près 155 œufs par habitant par an. Et pour les viandes blanches, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est presque 15 kilos par habitant par an. Donc là aussi, c'est un apport protéique important, c'est le blanc d'œuf, mais c'est aussi un apport en matière grasse important, c'est le côté jaune d'œuf. Alors ça, c'est de la politique, je passe. Nous allons donc essayer, ça c'est un travail qui a été fait essentiellement par les gens de l'ONS. Donc j'ai essayé de faire des résumés pour vous donner une approche. Vous allez voir que ce travail-là, je ne me rappelle plus, il date de 2003 à peu près, 2005, je ne me rappelle plus. Mais juste si quelqu'un veut faire la même chose à l'échelle donc locale ou à l'échelle nationale, ben, il y a une méthodologie, comment faire une enquête de consommation. Alors là, selon le modèle alimentaire et les données des enquêtes, le modèle de consommation, céréales, lait, pommes de terre, donc tout ce que vous m'avez c'est-à-dire, ce qu'on retient de tout ce qui a été fait, c'est que l'essentiel de notre bouffe tourne autour des céréales, lait, pommes de terre, légumes, fruits et peu de viande. Sur la moyenne générale. Mais nous allons voir que si on répartit la population algérienne sur 5 niveaux de richesse, donc extrêmement pauvres, pauvres, semi-pauvres, jusqu'aux riches, sur 5, nous allons voir que les riches bouffent plus que les Américains. Et donc vous allez voir que les moyens, ça dépend là où vous êtes. Alors, nous allons voir que l'alimentation constitue depuis 1962 le principal poste de dépense des ménages algériens. C'est-à-dire que nos parents, nous aussi, on dépense à peu près 50% de ce que nous gagnons dans l'alimentation. Alors, la première enquête de consommation a été faite entre 1968 et 1969. J'avais seulement 4 ans. Évidemment, là, j'apprenais que mon père dépensait seulement 45,6% de ce qu'il gagnait. Ben, ça n'a pas vraiment changé, puisque de 45, on a évolué à 55,7 entre 79 et 80. Là, j'étais étudiant, donc c'est pas moi qui ai dépensé, c'est toujours mon père. Et après, en 88, on était toujours étudiant, donc c'est 52,5. Mais là, en 95, j'étais enseignant ici. Donc là, j'apprends que je dépensais jusqu'à 60% de mon salaire à bouffer. Voilà. Alors, il faut que je monte là-haut parce que c'est petit pour pouvoir voir. Donc, quand on analyse la répartition des dépenses par quintile, il apparaît que le quintile le plus fortuné, c'est-à-dire celui-là, là, c'est les gens les plus riches. Donc, si on compare comment ils bouffent les produits céréaliers, les plus riches bouffent beaucoup plus. Alors, et si on regarde sur tout le long, on croyait que les plus riches, au moins, ils avaient une médaille d'argent quelque part. Non, ils avaient la médaille d'or partout. Voilà. Donc ça, c'est une enquête qui a été donnée par l'ONS, c'est-à-dire on a subdivisé selon les salaires des gens, et on retrouve évidemment que le quintile le plus fort consommait presque comme un pays extrêmement riche. Mais les gens qui sont pauvres, qui sont de ce côté-là, non, je suis en train d'avancer. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est les gens extrêmement pauvres, moyennement moyens, pour ceux d'argent moyen. Ça, on peut discuter après sur les salaires, comment qu'on les classe. Hein. Les salaires supérieurs à 10 millions de centimes, entre 5 et 10 millions, c'est un petit peu comme le logement social. Voilà. On les classe de la même manière. Alors, juste pour voir sur les riches, ils mangent combien de fois plus. Alors, sur les dépenses, ils dépensent 2 fois, presque 3 fois plus. Mais quand ils mangent, par exemple sur
Les dépenses totaux, c'est 8,1 fois plus. Sur le poisson, c'est 6,6 fois plus. Donc ça ne justifie pas vraiment. Donc il faut calculer ce que j'ai dit par rapport au départ, que ces inégalités soient le mieux réparties possible. Alors, là, si on compare comment mange celui qui habite la ville, donc l'urbain, celui qui est au niveau rural, eh ben, il y a un travail qui a été fait qui démontre, si l'on compare le milieu urbain et au milieu rural, la structure de la dépense alimentaire est la même. C'est-à-dire, réellement, de nos jours, il n'y a pas une différence entre l'urbain et le rural. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ça mangeait différemment. Mais ça prouve aussi une chose, c'est que la société algérienne s'urbanise. D'ailleurs, on est en train de démontrer que presque la ville d'Alger, elle a été multipliée par presque 30 fois. La ville de Sétif, c'est presque du 20 fois. Donc, demain, Béjaïa sera collé, c'est-à-dire d'ici 2050, Béjaïa ou Tazmelt, c'est tout simplement, tout ça va être urbanisé. D'ailleurs, entre Béjaïa et El-Kseur, il y a presque, si vous traversez toute la route, elle est presque urbanisée sur tout le long. Donc là, on voit, c'est un symbole de l'urbanisation du pays, alors que le pays, avant 1962, était un pays rural, à majorité rurale, aux paysanneries. Alors, ça c'est des définitions. Alors, on va parler de la disponibilité alimentaire. Donc, c'est la disponibilité pour l'alimentation animale. L'expression là, c'est en grammes par jour. Alors, les céréales et le lait occupent une place dominante dans le modèle de consommation des Algériens. Elles constituent avec leurs dérivés l'épine dorsale du système alimentaire, auquel il faut ajouter l'huile, le sucre, la pomme de terre, l'oignon, la tomate et l'ail. Mais là, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Mais sur les céréales, nous avons du détail. Sur le lait, nous avons du détail. Sur les huiles, nous avons du détail. Mais sur les fruits et légumes, on n'a pas un détail très approfondi. Nous avons seulement le détail global tel que je l'ai introduit au départ. On produit combien et on consomme combien. Mais sur les ménages, c'est très difficile. Alors, les céréales constituent la base de l'alimentation. La disponibilité céréalière est à peu près stable et représente 600 grammes par habitant par jour. Donc, principalement du blé, mais aussi du maïs et de l'orge, les disponibilités en légumes, tomates, oignons, fruits, et les fruits, et les tubercules, comme la pomme de terre, se placent juste après les céréales. Et regardez, là, si on compare l'évolution, nous allons voir que, vraiment, il y a une évolution sur tous les groupes alimentaires entre le lendemain de l'indépendance et au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que, ça n'a pas une relation avec la sécurité alimentaire, mais ça a une relation avec l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire est complètement différente de la sécurité alimentaire. L'autosuffisance, c'est quand vous avez les moyens de payer votre bouffe. Mais la sécurité alimentaire, c'est quand vous avez les moyens de produire votre bouffe. Ce qui est deux choses complètement différentes. Nous pouvons, un pays comme, vous savez quel est le pays le plus autosuffisant au monde? C'est l'Arabie Saoudite. Parce qu'elle a les moyens de payer. La Chine n'est pas le pays le plus autosuffisant. La Chine, c'est le pays qui assure le plus sa sécurité alimentaire, puisqu'il produit tout ce qu'il mange. Il n'est pas dépendant, donc, des fluctuations boursières. Alors, la disponibilité nutritionnelle, donc la énergétique, la DEA, exprimée donc aux calories, s'est nettement améliorée quantitativement depuis l'indépendance, puisqu'elle a été multipliée par 2. Regardez, au lendemain de l'indépendance, on était à 1723 calories. Actuellement, on est à 3300. Donc, on a multiplié par 2 nos besoins. On est au-deçà des moyennes recommandées. Alors, ça, c'est ce que je viens juste de dire. Alors, l'origine des disponibilités alimentaires, si on regarde en énergie, regardez le pourcentage. Ça, tout ce qui est en rouge, c'est végétal. Et tout ce qui est là, ça, c'est ce qui nous vient des animaux. Si on prend pour l'énergie, par exemple, 99% de ce que nous mangeons en termes d'énergie calorique, nous vient des produits végétaux plus que le produit animal. Le produit animal reste toujours le parent pauvre de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas beaucoup de viande. Alors, les céréales, donc, apportent plus de la moitié de cette dépense énergétique alimentaire, ou cette demande énergétique alimentaire. Avec les huiles végétales et les édulcorants, la part de ces 3 groupes d'aliments représente à peu près 80%.
La contribution des céréales, donc à la demande énergétique, aux besoins énergétiques alimentaires, a légèrement diminué pendant le lendemain de l'indépendance jusqu'aux années 80, puis elle est restée relativement stable. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de différence significative. Voilà. Voilà la même chose, hein. Donc là on regarde la part des protéines, on voit que c'est toujours aussi faible, et la part la plus importante, la part du liant, appartient toujours aux glucides, ça veut dire nous sommes de grands herbivores. Voilà. Plus clair, nous bouffons beaucoup de végétaux. Toujours, la part, donc l'évolution de la composition en protéines ou matières grasses de la ration alimentaire, regardez, sur le total, alors le végétal, alors le taux, sur le végétal, le taux de protéines qu'on ramène du végétal, le taux de matières grasses, sur l'animal, regardez, c'est vraiment plus faible que ce que nous ramenons de chez le végétal. Ça veut dire que nous sommes vraiment des végétariens, évidemment, sur l'ensemble ou la moyenne de la consommation algérienne. Alors, là, c'est comment qu'on arrive à couvrir nos besoins. Regardez, sur le blé dur, voilà ce que nous produisons. Donc, la couverture, elle est seulement de 52%. Donc, ce qui reste, il faut l'importer. C'est pour ça que c'est sur le blé que nous avons la balance la plus importante. Elle varie entre 3 à 4 milliards de dollars. Mais, pardon, regardez, même sur le blé tendre, c'est seulement 14%. Ça veut dire que l'essentiel de notre blé, presque 90%, c'est du blé tendre que nous importons. Mais regardez, sur la pomme de terre, nous produisons l'essentiel de notre pomme de terre, nous produisons l'essentiel de nos dattes. Donc vous voyez là ce que nous pouvons satisfaire et ce qu'il faut tout simplement importer. Les céréales, je l'ai raconté, j'ai parlé aussi de ça. Ça, c'est les références que j'ai utilisées, pour les gens qui sont intéressés par cette diapo, s'ils veulent retrouver d'où j'ai ramené les chiffres. Là, c'est juste une petite présentation du centre que j'ai l'honneur de diriger par rapport à la consommation qu'elle s'attache. Donc là, le centre que je dirige, nous avons des orientations scientifiques, donc purement gouvernementales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait faire, et nous avons des orientations de politique générale par rapport aux objectifs de développement du gouvernement. Donc sur les objectifs scientifiques, donc sur les orientations scientifiques, on devrait répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire et gérer les risques qui sont associés. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du déchet. Nous avons toute une division qui est orientée vers la valorisation des déchets, parce que le déchet a un impact environnemental assez important. Nous accompagnons les mutations agroécologiques et la transition alimentaire en associant les défis économiques et sociaux. Nous avons derrière ça fait une grande démarche pour développer, en tous les cas du côté de Soukharas et du côté de Tébessa, la culture donc du figuier de Barbarie, qui donne actuellement quand même des résultats assez probants. Nous œuvrons pour une bioéconomie basée sur une utilisation rationnelle et recyclante des ressources. À titre d'exemple, toujours dans le cadre du figuier de Barbarie, si vous allez suivre les gens qui font actuellement donc de l'investissement sur le figuier de Barbarie, c'est presque 0% de déchets. Donc, c'est-à-dire, même la fleur, vous savez, c'est Soukharas qui est devenue la première région apicole en Algérie, c'est pas pour rien. Hein, elle n'est pas devenue, parce que même la fleur, elle est récupérée. Hein. Alors, ne parlons pas de la pulpe ou de la raquette. Donc, toutes les parties du figuier sont traitées. Nous favorisons une approche globale de la notion aliment santé. Moi aussi, je pense aussi, si on mange bien, on est en bonne santé. Donc, nous essayons de corréler ces aspects-là, parce que ça a une importance majeure pour la santé des populations. Et nous intégrons la data science et les technologies du numérique au service du décideur du grand public. Nous sommes actuellement en train de faire ce qu'on appelle les mercuriales. Nous sommes donc en train de faire un site mercurial. Ça veut dire que vous pouvez accéder à ce site et vous regardez l'évolution des prix des fruits et légumes, mais en infrajournalier, c'est-à-dire c'est des chiffres qui vous arrivent chaque 4 heures. Pour les orientations de politique générale, nous plaçons la recherche, l'innovation et l'expertise dans nos relations avec la société et l'entreprise. Évidemment, c'est notre mission première.
on veut être un acteur engagé auprès des laboratoires universitaires et un leader dans les partenariats nationaux et internationaux. Incessamment, nous allons recevoir notre équipement. Donc, nous faisons ce qu'on appelle une étude d'état de l'art des laboratoires qui produisent donc de la connaissance dans les domaines là où nous sommes spécialisés, et nous pouvons financer évidemment des projets de recherche sur ces aspects-là. D'ailleurs, je vais avoir de très bonnes discussions avec Monsieur le doyen. Donc, faire de la responsabilité alimentaire, environnementale et sanitaire une priorité collective. Donc, ça, c'est un terme purement politique, mais c'est une responsabilité. Le centre aussi s'engage dans les démarches des sciences participatives. Il participera au dynamisme de l'écosystème de recherche et d'enseignement du supérieur en contribuant surtout aux politiques de Tamayouz. Nous pouvons participer évidemment à classer certains laboratoires de recherche dans la politique de Tamayouz, que vous connaissez tous, ou ce qu'ils appellent les laboratoires d'excellence. Voilà, chose aussi importante, nous pouvons participer, et ça c'est quelque chose qu'on va faire incessamment. Nous sommes en train de monter un incubateur avec le CREA, et cet incubateur est orienté aux éco-séchages, c'est-à-dire c'est le séchage par micro-ondes, donc une compétence que nous avons acquise depuis des années au sein d'un laboratoire qui est domicilié au niveau de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Évidemment, établissement d'un réseau qui permettra de collaborer avec les meilleures équipes en Algérie et dans le monde, régional, africain, méditerranéen. Incessamment, nous allons signer une convention avec la Mauritanie. D'accord ? Donc, convention qui nous a été remise d'ailleurs par le groupe IFRI. Ah oui, et j'ai oublié, incessamment aussi, nous avons commencé une revue il y a une dizaine d'années. C'est une revue orientée à l'alimentation et nutrition. Elle est en cours d'évaluation pour passer donc dans l'indexation Scopus. Donc celle-là va arranger beaucoup le pôle d'excellence Kébéjaïa dans les sciences alimentaires. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. C'était un plaisir que de parler avec vous. Merci. L'assistance pour d'éventuels débats, si vous avez donc des questions à poser, qu'on en profite aussi avec vous. Donc je passerai la parole à notre doyen, au professeur Btache. Merci Madame Bougoufa. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier infiniment donc professeur Madani Khoder qui nous soutient toujours, donc il est toujours collaboratif à chaque fois qu'on l'appelle, soit pour des conférences ou bien pour des échanges donc de recherche, soit pour les laboratoires, soit pour des productions scientifiques. Donc un grand merci Monsieur Madani pour le temps que vous avez consacré à cette conférence. Cela s'était prévu pour la matinée, mais bon, il y avait l'auditorium qui était donc occupé avec une formation avec le CF. Un grand merci une autre fois, M. Madani. Donc vous avez pris de votre temps. On a décalé cette conférence. Voilà, un grand merci également à Madame Khalida donc Bougoufa, donc qui a chapeauté c'est-à-dire cet événement. Donc elle a pris donc le temps de préparer toute la logistique, de faire un affichage, donc et de solliciter donc les chefs de département pour envoyer aussi aux étudiants et aux enseignants. Donc merci à tous les étudiants qui sont ici présents. Donc il va y avoir aussi d'autres conférences selon le planning qui a été envoyé par le ministère et selon les journées mondiaux. Donc il y a le 22 notre journée mondiale sur l'eau. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Merci. Donc si vous permettez, donc je vais enchaîner avec une question à propos de la publicité mensongère, M. Madani. Je ne sais pas s'il y a des sanctions quand on affiche sur un tel produit qu'il est conforme ou bien des chiffres bien. C'est-à-dire, à propos de cette publicité mensongère, s'il y a des sanctions, est-ce qu'il y a Voilà. Merci. Publicité mensongère, c'est-à-dire sur l'emballage ou c'est-à-dire, pour être plus précis. Soit l'emballage, soit des publicités, par exemple, je ne sais pas, une durée de consommation d'un produit, Alors, supposons qu'il y ait... C'est-à-dire même si non seulement dans un produit alimentaire, mais en général. Elle est réprimée par la loi. Nous avons des lois très strictes de ce côté-là. Mais quand je vous dis strict, vraiment très strict.
Le problème, ce que nous n'avons pas, c'est les moyens de contrôle physico-chimie, pour être très strict. C'est là où ça pose problème. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous voulez, dans le débat, nous sommes en train de labelliser, par exemple, la figue du Maouche. Le label n'est pas une contrainte de qualité. C'est un signe de qualité, ce qui est complètement différent. Il est grand temps que nos étudiants apprennent la terminologie, parce que dans la terminologie, ce n'est que de la politique, il n'y a pas beaucoup de science. Les gens, quand ils ont fait le label, c'est parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas certifier. Si vous êtes obligé de certifier, vous êtes obligé d'obéir à des normes. Le label, c'est votre propre norme. Vous avez vu la différence entre faire votre norme et être respectueux à la norme? Alors, je vais prendre le cas le plus général, qui nous concerne tous, c'est l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, on ne l'a pas encore labellisée, mais on ne l'a pas encore certifiée. Pour quelle raison? Parce que pour certifier, il y a un conseil oléicole international qui fixe les normes et on est obligé de rentrer dans les normes. Et je peux vous assurer d'une chose, à chaque fois quand on investit sur des procédés de qualité, ici en Algérie, quand ça dépasse les 20% d'investissement, les normes changent. On leur fait encore lever de niveau. Et nous avons la chance cette année que le vice-président du COI, c'est le patron de Numédia. Boujma. Je ne sais pas si vous connaissez M. Boujma, mais c'est le vice-président du COI. Je vais le ramener pour faire une conférence. J'aimerais bien que vous assistiez, parce que vous allez écouter, en plus de la science, il y a les aspects politiques. Et les aspects politiques de nation, c'est-à-dire comment défendre son propre huile, pour pouvoir l'insérer, parce qu'il y a des normes. Une huile qui est née en Espagne, qui a mûri en Espagne, ne peut pas être comme une huile qui est née et qui a mûri en Algérie. Donc ça, c'est aussi un bon débat à tenir. Voilà. Merci à vous. Donc, j'ouvre le débat, si vous avez des questions. Monsieur Zaidi, vous voulez intervenir? Oui. Bonjour. Salam alaikum. Monsieur Madani, vous avez dit bien manger égale bonne santé. Tout le monde veut être en bonne santé, donc bien manger. Quel est le niveau de dépenses journalier exigible pour avoir assuré une bonne santé? Quel serait donc pour vous le salaire moyen d'un Algérien pour être en bonne santé? C'est-à-dire, c'est la question, non, elle est vicieuse, la question. Elle est vicieuse. Oui, c'est-à-dire, les questions en termes de consommation. Ce que je voulais vous dire, c'est pas dans le sens de vous critiquer, c'est dans le sens, on ne pose pas la question quel est le salaire moyen. On regarde quel est le salaire, quelle est la masse monétaire d'un ménage. Là, ce sont des enquêtes sur des ménages, donc sur des familles. C'est pas par rapport à une personne. Donc, en moyenne, combien devrait gagner une famille pour satisfaire le minimum de la demande énergétique alimentaire nécessaire pour être en bonne santé? Voilà la question. C'est connu par rapport aux normes FAO. On devrait avoir au moins 2000 calories par jour. Voilà, c'est une norme. Actuellement, la moyenne algérienne est presque de 3400 calories par jour. C'est-à-dire on dépasse la norme. Maintenant, sur la question, est-ce que les ménages gagnent assez d'argent? Parce que ça, c'est très difficile de répondre à cette question. Est-ce que les ménages gagnent assez d'argent? Je ne peux pas vous répondre, mais là où je peux vous répondre, il y a une certitude, c'est que sur la moyenne des Algériens, il y a une autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire, sur la moyenne, il y a une autosuffisance. Maintenant, si je vais regarder dans les... Ils gagnent combien? C'est ce que j'ai dit déjà au départ, si vous avez retenu. Voilà un bon sujet pour nos étudiants, s'ils veulent étudier ça localement, et même pour comparer entre ce qui se passe sur le côté rural et le côté urbain. Parce que de plus en plus, il n'y a plus le côté rural. Et je vous fais rappeler que généralement, on colle la pauvreté au côté rural plus qu'au côté urbain.
Alors que maintenant, les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, d'ailleurs, tous comment on appelle ça déjà, ceux qui projettent l'Algérie vers 2030, c'est le schéma national d'aménagement du territoire, le SNAT. Le SNAT qui projette l'Algérie 2030, mais tout en disant voilà ce qui va se passer en 2050, c'est-à-dire que les investissements commencent dès maintenant. Il prévoit donc une Algérie qui va tourner à peu près à 55 millions d'habitants. À 55 millions d'habitants, alors on va dire tiens, que va être Béjaïa d'ici 2050? Ils nous ont projeté, hein. Béjaïa, ils nous ont appelé ville relais du Tel. Tiens, que va être Tizi Ouzou? Ils l'ont appelé ville périphérique d'Alger. Vous savez que ça a une conséquence immense. Si vous allez être une ville relais du Tel, ça veut dire que les investissements futurs de Béjaïa vont se faire seulement sur la logistique. Béjaïa, actuellement, les plus grandes entreprises qui sont en train de mettre au-devant de Béjaïa, ce sont des entreprises de logistique, que ce soit la logistique routière ou la logistique maritime. Mais qui dit logistique dit forcément transport de biens. Qui dit transport de biens dit forcément infrastructure routière, autoroutière. S'il y a ce genre-là d'investissement, qui dit investissement dit forcément, comment on appelle ça déjà, des projets structurants. C'est le terme qu'ils utilisent. Je l'adore. Qui dit projet structurant dit forcément emploi. Qui dit emploi dit forcément assez d'argent pour les familles. Qui dit assez d'argent pour les familles, donc assurer le minimum, ce qui est appelé la demande énergétique alimentaire. Mais pour vous donner le détail, je ne peux pas vous le donner. Je ne l'ai pas dit vicieux dans le sens que vous avez pensé. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Moi aussi, je pense que vous m'avez donné une réponse assez vicieuse. Ah oui. Vous avez dit le besoin énergétique est de 2000, je ne sais pas quoi, et on en est à 3000. 3000, oui. Donc, globalement, alors là, très bien. On mange très bien, etc. Donc, les salaires actuels, il faut le dire, nous permettent de vivre très bien. Merci. Et maintenant, c'est suffisant. Le salaire est nettement suffisant. On mange très bien. Donc, on peut être en bonne santé. Non, ça c'est la compréhension qui est vicieuse. Comment? C'est votre compréhension qui est vicieuse. Oh, je n'ai pas dit que le salaire était suffisant. Maintenant, si je me suis trompé dans ce que vous avez dit, je ne vais pas vous faire un échange du tac au tac, mais votre compréhension est vicieuse. Je n'ai pas dit le salaire, j'ai dit les rentrées d'argent d'un ménage. Le salaire, c'est différent. Le salaire, il est individuel. Et les rentrées d'argent, elles ne dépendent pas que du salaire. Parce que les entrées d'argent, il y a mille et une manières de gagner de l'argent. on va donner 10 000 à M. Zaidi, de toute façon, il se jamais de 15 000 ailleurs. Parfait, parfait. Allez-y les jeunes. Allez-y. D'autres intervenants? Nos chers étudiants. Alors. Madame Gelfi. Madame Gelfi. Je vous remercie, mon professeur Madani, pour cette conférence, pour cette communication, pour tous ces éclaircissements et ces statistiques. Sincèrement, je suis vraiment très très contente une fois que j'ai vu donc qu'il y a cette proposition dont je remercie Monsieur le Doyen, comme je remercie Madame Boufouda pour cette initiative. Pourquoi je dis? Parce que j'étais vraiment très très contente, parce que j'ai déjà assuré la législation alimentaire à l'époque de Mademoiselle Ouelech, la qualité, la répression des fraudes. Vous voyez, donc c'est un point important. J'ai enseigné aussi la qualité et la sécurité des aliments. Donc, de trouver une journée où, la journée mondiale, on propose donc ce genre de communication, pour moi, je vois qu'il y a un très très grand avantage qu'on pourra donc le distribuer, le partager avec nos étudiants. Je voudrais, monsieur professeur Madani, de vous donner juste des petits éclaircissements.
Concernant, quand on parle de la certification de l'huile d'olive, que pensiez-vous de la certification, déjà, est-ce qu'il existe, certification des agriculteurs? Et est-ce que, à votre avis, la certification d'huile d'olive pourra nous mener, ce que vous avez dit, vous avez donné une définition distincte entre sécurité alimentaire et l'autosuffisance. À votre avis, est-ce que la certification pourra a un impact, a un horizon vers la sécurité alimentaire ou l'autosuffisante? Et je vous remercie. Et là, la question n'est pas vicieuse. Voilà. Alors, merci beaucoup à Madame Gelfi. Sur ces approches-là, souvent, nous avons cette tendance à confondre les mots, parce qu'on ne regarde pas de très près les définitions. Je vais vous expliquer en quelques mots c'est quoi une certification, bien que la certification est un processus extrêmement délicat, d'accord, qui demande donc des procédures de qualité assez importantes. On va prendre le cas de l'huile d'olive, d'accord. Si je prends l'huile d'olive, pour être certifié, supposons que quelqu'un parmi vous ouvre un laboratoire de contrôle de qualité. Le laboratoire de contrôle de qualité, pour l'ouvrir, il vous faut une autorisation du ministère du Commerce, plus exactement de son auxiliaire qu'on appelle le CAC. Donc c'est le CAC qui vous autorise. Il vous donne donc l'autorisation. Vous avez donc une autorisation à l'échelle donc nationale de faire de l'analyse ou le contrôle de qualité des aliments. Ça ne vous donne pas le droit de certifier. Pour certifier, je vais prendre l'exemple seulement de l'huile d'olive, vous êtes obligé de prendre un 21-27 et d'écrire tout d'abord au COI. Vous allez demander au COI, est-ce que je pourrais me présenter comme étant un candidat pour certifier l'huile d'olive? Le COI, juste il reçoit votre lettre, dans les 24 heures qui suivent, il vous répond, bien sûr, je vous agrée, il vous donne un agrément. Retenez les termes, hein, c'est un agrément. Il vous agrée à faire la certification, mais il vous fait un nota bene en bas, tout dépend des organismes accréditeurs de votre pays. Donc un certificat, c'est un agrément, c'est tout d'abord une autorisation, un agrément et une accréditation. L'agrément vous coûte 0 dinar, parce que c'est seulement un courrier que vous envoyez au COI et qui vous donne la réponse. Maintenant, on passe à l'accréditation. L'accréditation, par contre, nous allons regarder les normes sur l'huile d'olive. Il y en a 3 catégories. Il y a la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Je ne vais pas vous parler de les deux dernières, mais de la première. La première catégorie, vous connaissez tous ces paramètres. C'est l'indice d'acide, l'indice d'iode, l'indice peroxyde, l'indice saponification et l'absorbance à 232 nanomètres. L'accréditation de chaque paramètre coûte 2 millions de dinars. Ça veut dire, pour pouvoir donc vous faire accréditer sur la catégorie A pour dire que l'huile est extra vierge, seulement par l'indice d'acide, il vous faut 1 milliard de centimes. Vous connaissez combien de laboratoires qui puissent dépenser 1 milliard de centimes et combien d'échantillons ils auront à traiter pour certifier? Donc la demande réelle de certification de ces huiles n'existe pas encore en Algérie. Mais par rapport à votre question, oui, s'il va y avoir de la certification, ça va participer à la qualité. Et si ça va participer à la qualité, ça va participer forcément à la sécurité alimentaire. Mais la non-certification participe aussi à l'autosuffisance. Voilà la question que vous avez posée. L'accréditation, c'est Algérac? C'est Algérac. Donc vous voyez, ce sont ces processus-là, vous devriez les connaître. C'est-à-dire, nos étudiants devraient connaître comment que les choses fonctionnent. Voilà. Comme ça, quand on vous pose la question, vous allez parler avec connaissance et certitude. Donc il faut présenter les choses telles que les choses... On ne fait pas les choses parce qu'on ne sait pas les faire. C'est la même chose pour le miel, hein. C'est les mêmes questions qui sont posées. Vous savez, je vous l'ai dit, en termes de consommation, on est entre 0,8 litres par habitant à 1,2, quelque chose comme ça, par habitant par an. Vous imaginez, on ne produit pas assez d'huile d'olive pour aller certifier, parce que la certification, c'est surtout pour jouer un rôle important dans l'export. On est bien d'accord? Tant que tu ne produis pas assez pour que tout le monde bouffe bien, eh ben, pourquoi tu vas exporter? Tout d'abord, priorité au nôtre. Voilà. L'université, elle n'a pas le pouvoir d'accréditation?
L'université, elle a le pouvoir de former, d'enseigner, de faire de la recherche. Pourtant, on dit les passerelles entre le monde économique Non, et l'université. les passerelles, c'est autre chose. Nous pouvons faire des passerelles, c'est tout à fait normal. À condition, vous prenez l'étudiant, vous lui faites la passerelle et vous le recrutez. N'est-ce pas? Ça, c'est une bonne passerelle qui va vous arranger, n'est-ce pas? Exact. La passerelle citoyenne, c'est d'aider le citoyen. Je pense, hein. Pour moi, pas. Chacun, Au moins une personne par année. Au moins une personne par année dans la wilaya. je vais vous expliquer les passerelles, l'université. Nous avons quand même un ex-doyen et un doyen. L'université fait dans la passerelle, par exemple, quelqu'un qui est dans le milieu industriel, qui veut se parfaire. L'université fait des passerelles. C'est-à-dire quelqu'un du milieu industriel peut venir. Mais la question telle que vous l'avez posée, c'est-à-dire comment que on ne peut pas se substituer aux organismes de contrôle. On n'est pas un organisme de contrôle. Nous, dans le statut, ou là, le décret de l'université, nous sommes là pour faire de la formation par la recherche. Voilà essentiellement la mission de l'université, n'est-ce pas? On ne se substitue pas aux organismes, mais nous étudions comment que les choses se font. Donc nous transmettons la connaissance et de plus en plus, nous essayons de comparer comment que les choses se font ailleurs. Donc nous pouvons être de très bons conseillers, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà. Pour les intégrer, plutôt. Pardon? Je dis plutôt pour les intégrer. Bien sûr. Et pourtant, cher, durant le Covid, Oui. l'université a été dans l'apport, dit-on, hein, c'est ce qu'on a dit. Il fallait que je reste le Covid. Alors, l'université pendant le Covid, tout d'abord le Covid était une exception. Pendant le Covid, il n'y avait qu'un seul laboratoire qui appartenait seulement à une seule institution qui avait le droit de faire de la virologie. C'est l'Institut Pasteur. Mais puisque l'université elle a la compétence dans la recherche, l'Institut Pasteur a délégué à l'université de faire un travail. Mais une délégation n'est pas éternelle. C'est juste pendant la période. Et l'université, en ces temps-là, elle a fait le dépistage, elle a produit des gels hydroalcooliques, elle a produit des respirateurs, elle a produit des bavettes, etc., etc. Donc ça demande quand même que nous savons faire des choses. Mais notre métier premier, c'est tout d'abord enseigner et faire de la recherche. Voilà. Alors, les jeunes. Justement, revenons à notre sujet de la journée. Madame Bouchard, vous avez une question? On va réveiller M. Medani. M. Medani, je vais vous réveiller. Bah, excusez-moi, madame. Une discussion secrète, moi et M. Oui, Douai. j'ai vu. Alors, d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour cette conférence. Moi, je suis là pour voir cette vision globale. Vous êtes parmi les rares personnes qui ont cette vision globale et moi, j'adore. Voilà, parce que... Je vais rougir. Oui, non, parce que là, c'est très important. Quand on a cette vision globale, là, on peut avancer. Parce qu'il ne suffit pas d'être spécialiste en quelque chose, il faut vraiment avoir cette vision. Là, je vous remercie beaucoup parce que vous apportez énormément de choses. Merci. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, bon, l'alimentaire, ça m'a toujours intéressé, c'est ma formation. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les coproduits et les déchets. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, ici en Algérie, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Parce que moi, je m'intéresse à la microbiologie industrielle. Donc, je m'intéresse aux coproduits. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour des projets à partir de coproduits algériens? Merci. Merci beaucoup, madame, pour cette question que j'ai mis comme ça entre parenthèses pendant la conférence. En ce qui concerne les déchets, il y a à peu près un mois, cette salle était pleine de directeurs d'écoles primaires. Donc nous avons réuni à peu près, je vais vous dire le chiffre exactement sur les 2 sessions, ils étaient 610 directeurs d'écoles primaires. Quel était notre objectif? Notre objectif, c'est de regarder de très près ce que mangent les enfants. Plus exactement, on a choisi ceux de la 5e année, parce qu'ils sont au nombre de 19 000 à l'échelle de toute la wilaya. Qu'est-ce qu'ils mangent entre quand ils se lèvent à 8 heures, donc quand ils vont à l'école, jusqu'à ce quand ils aillent dormir, allez, mes enfants, c'est vers 23 heures. Mais bon, on va être cachotés comme ça vers 21 heures, pour être correct. Donc on s'est posé, qu'est-ce qu'ils mangent? Entre-temps, il y a 2 années, nous avons envoyé, donc au niveau des cantines, certaines mémoires que nous avons encadrées là, à regarder les inputs, donc ce que donne la commune à une cantine, ce que fait le cuisinier, ce que mange l'enfant et ce qu'il jette dans les poubelles.
Je vais vous donner quelques... Et en plus, on a regardé sur 3000 enfants. Autre chose, nous avons regardé aussi la prévalence du diabète. Ça, c'est un travail qui a été publié récemment, catégorie A, avec les sciences sociales. Nous avons pu démontrer qu'au niveau donc, de l'échantillon des 3000 élèves, il y avait une prévalence du diabète qui est presque de 3,2%. La norme est de 0,5%. Très bien, maintenant, ça c'est on l'a dit tout à l'heure, que nous sommes en train de bouffer ce qui nous rend malades. Maintenant, on regarde autre chose. Il y a combien de déchets? Ça dépend des écoles, mais ça varie entre 40 à 60%. Nous pouvons calquer ça sur ce que nous avons dit. Si vous prenez, à titre d'exemple, takarmous, quand vous la mangez chez vous à la maison, nal karnoun, quand vous le mangez à la maison, vous avez vu les quantités de déchets que vous jetez? Ah ben bien sûr, c'est immense les quantités de déchets. Chez nous, on n'a pas une orientation de ce côté-là. Nous sommes le premier centre à qui on a donné cette mission, puisqu'auparavant, cette mission n'existait pas. Elle n'existait qu'en termes d'initiative de certains chercheurs à aller regarder comment valoriser tel ou tel ou tel. Maintenant, c'est une orientation. C'est même des obligations chez les industriels qui ont des déchets à trouver des solutions. Sinon, la pénalité va être importante. C'est les pénalités environnementales. Hein. Donc, l'état de l'art. L'état de l'art démontre que presque, je dis bien presque, tous ceux qui sont en sciences biologiques et les sciences d'agriculture, c'est comme ça. Parce que sur, par exemple, le monde Scopus, quand vous regardez, ça s'appelle comme ça, hein, ça s'appelle pas un don. Alors, il y a les grandes thématiques, c'est le domaine, c'est le sous-domaine. Il y a les grands domaines, il y a les domaines. Dans les domaines agriculture et sciences biologiques, l'Algérie, elle a fait un bond mais extraordinaire. En termes de publication, c'est exponentiel. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la valorisation du déchet. Plus exactement du déchet agricole. S'il y a beaucoup de recherche, ça veut dire forcément il y a de l'expertise. S'il y a de l'expertise, on va la remettre sur le terrain. Nous, par exemple, on nous donne... comment qu'on est tombé dans le bain du cactus? On est tombé dans le bain du cactus parce que tout simplement les investisseurs qui faisaient de la graine, ils faisaient l'extraction de l'huile, mais quand ils nous ont donné les rapports, pour pouvoir produire 1 litre, il vous faut 32 kilos de graines et il vous faut à peu près 1 tonne de figues. Vous imaginez les quantités de déchets? Eh bien, nous avons fait de telle sorte maintenant que les sous-produits récupèrent presque tout le déchet. Tous les déchets. Du tourteau, on fait de l'alimentation pour le poulet de chair, de la pulpe, de la confiture, ou tout simplement beaucoup de vinaigre. Donc le vinaigre, si vous regardez, je ne vais pas vous citer comme ça les entreprises, mais il y a une entreprise Elxer qui est très connue, hein, ça s'appelle Romaïs, c'est bien ça, non, pour ne pas la citer. Donc elle fait un excellent vinaigre qui se vend maintenant, la niche, c'est le tourisme en Angleterre. Vous imaginez, figues de Barbarie de Béjaïa, vinaigre dans les étalages des hôtels de luxe en Angleterre. C'est quand même quelque chose. Ça veut dire que les gens... C'est quelque chose. Deuxième chose aussi, est-ce que vous avez remarqué pendant le confinement, est-ce que vous avez remarqué que les étalages de souk, aswaq, pendant le confinement, non, les étalages étaient riches en fruits et légumes. Comment que vous pouvez expliquer? Nous avons, en ces temps-là, en tous les cas, les frontières étaient fermées. Et par contre, l'agriculteur, si vous vous rappelez, il fallait déconfiner des métiers. Les premiers métiers déconfinés, qui n'ont jamais d'ailleurs été confinés, c'est les industriels. Le deuxième métier déconfiné, c'était les agriculteurs. Et c'est ça qui a permis de telle sorte que le soir, l'inchoran. Bien sûr. Mais le calcul après, il se fait sur l'inflation. En ces temps-là, pendant le confinement, l'inflation était presque de 0. Chose à méditer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, évidemment, tu te nourris toi-même. Ça s'appelle de la sécurité alimentaire et non pas de l'autosuffisance alimentaire, parce qu'en ces temps-là, vous ne pouvez rien acheter, même si vous avez de l'argent.
Il faut que vous produisiez vous-même ce que l'agriculteur algérien a relevé le défi pendant l'année du confinement. Voilà. J'ai fait de la politique. Mais vous venez de dire, c'est une étude sur les élèves qui mangent en cantine scolaire. Ouais. Ah, d'accord. Mais tu sais, ce qu'ils mangent le soir. Si. Ah non. C'est pas le directeur qui va vous dire ce que mange mon fils, non? معليش Il peut vous dire ce qu'il mange à la cantine, ça, il n'y a pas de souci. Moi, d'ailleurs, je ne peux pas vous le dire. Hein. même le Et directeur. mon fils, il ne sait pas ce qu'il mange à la maison. Monsieur Zaïdi, le directeur ne me dit pas ce qu'il a mangé au niveau de la cantine. Celui qui va me dire ce que mange l'enfant à la cantine, c'est le cuisinier, puisque le cuisinier il est sous la coupe du maire. Du maire. La cantine, elle est sous la coupe de la mairie. Par contre, le directeur, on lui a demandé chaque jour, donc il informe le questionnaire, parce qu'il fallait assister pour voir comment on a fait, donc il informe ses élèves d'écrire ce qu'ils mangent de 8 heures à vous. Donc on a fait un petit peu de la maison. Vous m'avez dit les directeurs sont venus assister. Et c'est bien, mais il peut être garant que de ce qu'ils mangent à la cantine. Et je vous ai dit, c'est votre interprétation des choses. Je ne vais pas tout expliquer, monsieur Zaïdi. C'est la triste réalité, ça. Mon ami. C'est Mais je ne vais pas tout détailler. Allez-y. Allez-y, monsieur Kati. Voilà. Voilà. Monsieur Kati. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à... La prochaine fois, monsieur Zaïdi, je vais tenir compte de ton conseil. La prochaine fois, je vais tenir compte de ton conseil. Je vais tenir compte de ton conseil. Voilà. Allez-y, monsieur. Donc, avant toute chose, un grand merci au professeur Madani. Merci à toi, professeur Kati. C'était un ravissement, un vrai ravissement. Je rejoins pleinement donc mon ami et collègue, professeur Boucholba, sur effectivement l'importance d'une vision globale, et vous l'avez. Donc vous nous avez ravis par votre conférence. Un grand merci à la faculté et à Madame Bougoufa qui a été l'actrice principale. Donc c'est grâce à vous qu'on a pu être tous ensemble aujourd'hui et partager ce moment. Alors ma petite question, elle est un tout petit peu, je dirais, à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est-à-dire vous nous avez parlé longuement et vous avez insisté là-dessus. Donc c'est la journée internationale du consommateur, donc nous devons quand même être conscients de l'importance de ce que nous consommons, et vous nous avez fait tout un étalage sur nos comportements finalement alimentaires et ce que nous mangeons. Alors, mais lors de votre présentation, vous avez également mis le doigt sur une question extrêmement importante, c'est la qualité et son évaluation. Et vous avez dit à un moment donné que les organismes ou les moyens de contrôle de cette qualité, il y a un petit hic, je dirais. Donc l'évaluation de cette qualité, notamment lorsque vous avez soulevé cette histoire de labellisation, nos propres normes, les normes. Donc il y a, je me rappelle très bien, en 2014, j'ai enseigné un module, c'est de la toxicologie, et j'ai mis le paquet sur tout ce qui est alimentaire, et parmi les références que j'ai lues, 70% des produits alimentaires américains, 70%, contenaient, c'était les années 2014, contenaient des résidus de pesticides. Ça, c'est aux États-Unis. Après, il y a bien évidemment cette notion, je ne vous apprends rien, de quantité minimale à respecter. Il y a la norme. Alors, sur les 70, ce n'est pas tous les 70 qui ont atteint ils sont globalement en bas. Mais
ceci Des dit, traces. il y a quand même des traces. C'est-à-dire, ils sont là, ces traces-là. Donc, est-ce que, donc, à notre niveau, c'est-à-dire, c'est là où je vais essayer de raccourcir ma question. Désolé, je me suis un peu désolé. Alors, il y a un travail, c'est-à-dire, nous, en tant que consommateurs, que seraient je dirais, les mesures ou le comportement à tenir pour aller vers une alimentation un peu plus protégée? Parce que ce qu'on a constaté celui qui fait ou celui qui produit en Algérie, en termes de respect de l'utilisation de ces quantités de pesticides et autres, il y a quand même un manque dans la maîtrise de l'utilisation de ces substances-là. Donc, il faut qu'il y ait une conscience du consommateur. Cette conscience du consommateur, peut-être elle est là, mais y a-t-il un comportement à tenir? Donc ça, c'est le niveau consommateur. Puis après, vient le second niveau, le niveau du régulateur, ou le niveau du... Et quelles sont les mesures prises par notre gouvernement pour renforcer justement cet aspect-là? Le nombre de cancers qui apparaissent, le nombre de troubles métaboliques dont il faut savoir, il y a un chiffre qui fait un peu peur, c'est que Béjaïa, elle est à la tête du nombre de cancers au niveau national. Ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Bon, donc il y a ces deux niveaux-là, et parlez-nous de cela. Parlez-nous de ces deux niveaux de conscience. Je vais te parler par rapport à ce que j'ai comme connaissance. Je ne vais pas te parler par rapport à ce que j'ai comme déduction. C'est tout à fait normal, parce que la déduction, souvent, peut-être, elle est assujettie tout simplement à une compréhension qui pourrait être éventuellement fausse. Mais ce que je sais, ce que j'ai encadré, si vous vous rappelez maintenant, il y a le professeur Aoud, que vous connaissez certainement, rappelez-vous de sa thèse. On s'est posé la question, est-ce que notre laitue et nos épinards étaient plus contaminés en pesticides et en nitrates par rapport à ce qui se passe sur la rive sud de l'Europe, c'est-à-dire par rapport à la rive nord de l'Europe, ce qui se passe exactement à Rouen. Donc eux aussi, ils faisaient du maraîcher, entre autres de la laitue, et on a fait une comparaison sur une famille de pesticides et les nitrates. Conclusion du travail, c'est qu'ils étaient 5 fois plus contaminés en moyenne que nous. C'est déjà un bon indicateur. Nous sommes moins utilisateurs donc, de pesticides et même d'engrais, des nitrates, des engrais, que. C'est une bonne chose. Le travail d'Omar Aoun, son objectif, était quelle était la technique avec quoi il faut laver pour arriver aux concentrations de traces, c'est-à-dire pour pouvoir manger. Donc c'est avec Omar qu'on a pu démontrer que quand on acidifiait l'eau, et nous, évidemment, on l'a acidifié avec des acides acétiques. Donc, ça, c'est connu par les ménagères. Elles le font automatique. Ma mère, elle le fait automatique. Quand elle lave la laitue, elle prend donc sa racine sous-main, elle met un petit peu du vinaigre et elle lave. Elle avait raison. Elle n'a pas fait d'études très poussées, elle n'a pas de publication, elle n'a ni indice H, ni rien du tout. Mais elle avait raison parce qu'Omar, c'est ce qu'il a démontré. Quand on acidifiait les milieux, ça donnait de meilleurs... ça nettoyait mieux les surfaces de la laitue et la surface de... Donc, par rapport aux consommateurs, il faut qu'il y ait des sortes de cellules de veille qui ne devraient pas appartenir forcément à l'université, mais on devrait être consulté sur ces choses-là. La consultation, comme les sites qu'il y a en Europe, il y a Alerte Conso. En Europe, si on tape comme ça sur le net, écrivez Alerte Conso, à chaque fois qu'il y a une information sur un aliment, sur un légume, tout le monde est informé. On devrait donc, via le ministère du Commerce, qu'il y ait ce genre-là donc d'outils pour informer le consommateur. Maintenant, celui qui vient en haut, le deuxième niveau. Sincèrement, le deuxième niveau, il est presque au même niveau qu'il y a 30 ans. Je pense aussi que l'université devrait être consultée sur comment revisiter ces choses-là. On devrait revisiter l'une des choses la plus importante. Il devrait y avoir au moins un contrôle interlaboratoire sur les paramètres, en tout cas sur les paramètres physico-chimiques de qualité.
Il devrait y avoir forcément, parce que quelqu'un qui mesure un pH à Oran et quelqu'un qui mesure un pH, il devrait être mesuré de la même manière. Je pense que c'est la première des choses qu'il faut faire. Je pense que si on insère, ça c'est de la métrologie, si on insère les outils de la métrologie dans le contrôle de qualité, nous allons faire le saut qualitatif, tel qu'elle le dit si bien Madame Gerfi, al-qafz al-naw'iyya. Voilà, on l'espère tous. Là, Merci. La modératrice. Je vous donne la parole. La dernière fois, je passerai à un des étudiants et puis on va clôturer. Allez-y, monsieur. En fait, c'est M. Cathy qui m'a donné l'idée. Monsieur Cathy. Merci. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu qu'on avait renvoyé des dates d'Algérie parce qu'il y avait un taux de pesticides trop important. Bah, c'est revenu et on a mangé, personne ne nous a dit quoi que ce soit, personne, ni l'université de Biskra, puisque c'est des dates de Biskra, et encore moins l'université de Bdjaïa où je vis. Au moins, on aurait pu nous dire, l'université elle est au service des citoyens d'abord, hein. Même si c'est pour former des étudiants, mais au fond, elle est au service des citoyens. On nous a rien dit, on a mangé des dates, comme ça. Donc, où est l'université dans ce genre de problème? Merci. On va faire les choses autrement. Qui a entendu parler de cette affaire-là des dates? Je connais bien. S'il vous plaît, vous pouvez lever la main. Donc vous avez entendu parler. L'affaire des dates qui ont été écoulées dans des marchés français et qui ont été déclassées pour, il a dit, pesticides. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit dans les journaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que... Hein? Non conforme. Parce qu'il y a des jours... C'est important. Je sais que les pesticides sont utilisés dans l'agriculture, je sais. Oui, mais c'est important les mots. Mais qui nous veillons, on est dans un lieu de science. Pesticides non conformes. Pesticides ou date non conforme? Hein? Date non conforme. Date non conforme sous prétexte qu'il y a sous des prétexte. pesticides. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Elle est simple, elle n'est pas très difficile. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est ça le problème. Maintenant, je vais répondre. Ah, d'accord. Bien sûr. Il faut, hein. Et l'histoire qui a défrayé la chronique, d'ailleurs, il y avait même un journaliste qui a été condamné. Voilà. C'est le journaliste qui a donné l'information. Un journaliste a forcément des sources d'information. La source d'information du journaliste, c'est High Press. Vous connaissez High Press? H-I-P-R. Et oui, si vous voulez rentrer dans le milieu HADA, il faut que vous soyez aguerri. C'est-à-dire, quand vous avez de l'information, il faut chercher l'information telle qu'elle devrait être. High Press, c'est un journal marocain qui donne donc l'information selon Alerte Conso. Alerte Conso, par contre, c'est quelque chose de très sérieux. Je l'ai cité tout à l'heure. C'est un site français qui, donc, alerte du déclassement des produits. Très simple, il suffit d'aller sur Alerte Conso, l'information elle est jusqu'au jour d'aujourd'hui, et vous vérifiez à la date pourquoi ça a été déclassé. Le journaliste, pourquoi il a été mis en prison? Parce qu'il a dit, dans son écrit, que c'était la date de la Tolga, donc il spécifie même l'endroit, qui a été déclassé. Il a fait une erreur monumentale, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a été déclassé? Ce qui a été déclassé, c'est de la date en vrac conditionnée. Alors, ça veut dire quoi dans le marché des dates? Il y a quelque chose que vous devriez connaître. Nous vendons de la date labellisée, elle a un prix, et nous vendons aussi de la date en vrac. Il y a donc un emballeur français qui a acheté de la date en vrac, et c'est lui qui l'a emballée. C'est-à-dire c'est lui qui l'a conditionnée. Et quand on conditionne, on ajoute des éléments chimiques. Ce n'est pas la peine que je fasse un cours sur la conservation. Le conditionneur français a mal conditionné la date. Ce qui a été déclassé, c'est la date du conditionneur français. Voilà le fond du problème. C'est pour ça que ça n'a pas fait long feu. Parce que l'aucun problème, il était sérieux. L'université aussi, elle est citoyenne. Je ne permettrai pas que M. Zaidi va manger de la date pleine de pesticides. D'ailleurs, cette date que j'adore, elle est extraordinaire. Je pense que vous aimez tous la date, non? Eh bien, elle est saine et sauf. Communiquer, voilà.
Je ne suis pas habilité. Monsieur j'ai dit ça, vous allez chez le directeur du commerce, il va vous faire ça. Mais on est à l'université, on a une discussion d'universitaire, on ne fait pas de politique à l'université. C'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur Zaidi. Allez-y. Ce qu'elle rêve, ce qu'elle fait, c'est un truc avec l'université. Allez-y, madame. Dernière question, s'il vous plaît. Nos étudiants. Alors, un peu de curiosité. Alors, vous pouvez nous dire au moins ce que vous mangez, majoritairement parlant. Est-ce que c'est du céréal? Est-ce que c'est des œufs? Est-ce que vous pouvez participer à ce débat-là? Allez-y, ma fille. C'est-à-dire, vous voulez dire qui est l'acteur responsable des crises alimentaires. C'est-à-dire, imaginez vous pouvez me citer qu'il y a une période, quand est-ce qu'il y avait une crise sur la semoule? Je le pense beaucoup plus, vous voulez dire pendant le Covid. Le Covid, il y avait une belle crise. Ah, quand il y avait un manque, et après, il y a eu, après même... Alors, comment on appelle ça là? Tout le monde va là-bas, comment on appelle ça? Tout le monde va là-bas. Tout le monde va là-bas. Ça s'appelle comment? Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que... Je lui ai dit en arabe, le mudaraba, je suis sûr que vous n'allez pas me dire ce que c'est. Le mudaraba. Le mudaraba. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais si je vous dis spéculation, vous savez ce que c'est? Ben, très bien, vous savez ce que c'est que spéculation. Très bien. Vous pouvez mettre maintenant votre question dans le grand ensemble qu'on appelle la spéculation. Maintenant, vous allez me dire, mais qui spécule? C'est pas forcément l'État. L'État ne spécule pas. D'accord? Donc, qui peut spéculer? C'est le commerçant. C'est le bon sens. Il y a eu même, il n'y avait pas que sur la semoule, il y avait sur l'huile, il y avait le lait. Mais pour quelle raison? C'est des choses qui sont indépendantes de l'explication scientifique. Vraiment indépendantes. Donc, de ce côté-là, je ne peux pas vous donner une réponse. Mais il y a une chose que dit la science. S'il y avait des outils de mercurial, vous savez ce que c'est qu'une mercuriale? Ben, je vais vous dire. Une mercuriale, vous pouvez y aller maintenant sur Google, écrivez mercurial France. Vous pouvez rentrer sur n'importe quel marché de gros et vous avez l'évolution en infrajournalier du prix du produit. Quand vous avez ce genre d'informations, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il y a une rupture et vous pouvez le coller à un événement. Que ce soit peut-être c'est un événement climatique, peut-être c'est un événement politique, etc. Voilà comment que la science parle. Elle parle, c'est quand elle a des outils pour pouvoir évidemment corréler. Mais s'il n'y a pas de corrélation, s'il n'y a pas d'outils, on va mettre tout ça dans le grand ensemble de la spéculation. Voilà. Je pense que je vous ai répondu cette fois. Voilà. Donc, je pense qu'on va clôturer cette journée qui était très très enrichissante. Je préfère parler d'ici. Donc je tiens à vous rappeler que cette journée où le 15 mars, c'est la journée internationale des droits de consommateurs. C'est une journée qui vient rappeler les droits fondamentaux à une consommation saine.
C'est vrai qu'on est resté dans notre domaine, je dirais, biologique. Et M. Madani nous a honorés par sa conférence, et nous a beaucoup donc mis à l'actualité, notamment comme ses habitudes. Donc c'est toujours un plaisir et un honneur de vous écouter et de profiter donc de tout ce que vous nous apprenez et de toutes les actualités dont vous nous informez sur. La consommation, comme vous le savez, le mot consommation donc ne veut pas dire que alimentaire, mais donc la consommation est sur plusieurs échelles. Donc il serait aussi intéressant, je pense, dans d'autres occasions, de parler aussi de la consommation qui est surtout d'actualité, tout ce qui est consommation numérique et surtout téléphonique. Je pense que on va être surpris des chiffres qu'on pourra donc avoir et voir, je dirais. Donc, une autre fois, je tiens à remercier toute l'assistance qu'ils ont répondu présent aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir enrichi cette rencontre par ce débat qui était très fructueux. Je tiens à remercier notamment notre cher doyen, donc qui m'a donné personnellement, donc qui m'a responsabilisé, qui m'a fait confiance d'organiser donc la journée malgré le peu de temps qu'on avait. Donc je tiens à vous remercier pour la confiance. Encore une fois, notre cher professeur, M. Madani, merci pour tout ce que vous avez donné à notre faculté, à l'université, et que vous continuez à donner aussi même à l'échelle de l'école primaire. Moi, personnellement, j'avais assisté la dernière fois. Franchement, c'était une grande réussite et je souhaiterais que du bien, de la grande réussite à l'avenir. Nos enfants, c'est nos futurs étudiants et c'est je dirais les futurs rois de cette société. Je tiens à remercier aussi par sa présence notre vice-doyen chargé de la pédagogie, mademoiselle Ayouni. Merci pour votre présence aussi, à tous nos chers collègues. Et donc je tiens à le rappeler une autre fois, le mercredi prochain, donc le 22 mars, c'est la journée mondiale aussi de l'eau. Donc on va aussi la célébrer donc par une conférence. Donc je vous informe déjà d'avance et puis je ferai le nécessaire pour que vous puissiez y assister. On va essayer de l'organiser soit la matinée pour donner plus d'occasion aux autres à assister. Et je vous demande, avant de sortir, qu'on fasse une photo de groupe, si c'est possible. Monsieur le doyen dehors ou l'Elhna. C'est quand vous voulez. Vous voulez qu'on la fasse dehors, devant l'auditorium ou... Hein? Dehors? Donc, on prendra une photo qui va mémoriser cette journée et merci à tous.